démarrer la suite de cette émission avec les conséquences, pas seulement pour le Moyen-Orient, de cette situation de crise qu'on peut qualifier de guerre entre Israël et l'Iran, et les Iraniens, les Américains n'osant pas le dire. On est dans une situation pour l'instant d'opération américaine et de riposte peut-être qui se fait attendre. Le simple fait que les Américains soient dans le jeu, et vu la situation géographique de l'Iran, on ne peut pas s'empêcher de penser à des conséquences mondiales et très incertaine à la suite de cette crise. J'en parle avec mes invités. Bonjour messieurs. Thibaut Prebé, vous êtes auteur et économiste indépendant. On parlera notamment des conséquences économiques qui sont là, concrètes, devant l'Iran, dans le Golfe Persique notamment. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle géopolitique de l'ESCE, auteur notamment des Rendez-vous de la géopolitique. C'est le podcast géopolitique de l'ESCE. Et David Amsalem, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, fondateur du groupe Cassini. Oui, la meilleure façon de parler d'une chose extrêmement mondiale, je dirais, c'est d'aller au plus concret, Thibaut. Si on s'inquiète déjà, parce que c'est l'économie qui fait marcher le monde, et notamment sur cette chaîne BFM Business, c'est le détroit d'Ormuz. On fait planer la menace du côté iranien. Il n'y a pas eu d'informations véritablement officielles. On nous dit simplement que, selon des agences iraniennes, le Parlement iranien aurait dit et aurait voté comme un seul homme en disant « il faut fermer le détroit d'Ormuz ». Ça veut dire quoi ? Alors effectivement, un Parlement iranien qui est encore moins important dans ce qui se passe que le Parlement américain. Donc c'est dire si on est vraiment dans la communication. Moi, il y a une phrase de joueur d'échecs que j'aime bien, qu'on attribue à Aaron Nazovic, qui est de dire une menace est souvent plus forte que son exécution. On a pris l'habitude d'être dans un monde de menaces, où finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette menace ? Il faut se rappeler que l'actif pétrolier a beaucoup varié en quelques décennies, que avant, 70% du trafic allait vers l'Europe et l'Amérique du Nord, qui ne sont pas tellement des amis de l'Iran. Aujourd'hui, ça va massivement vers la Chine. Donc aujourd'hui, est-ce que menacer la Chine, qui est un des rares puissants de ce monde, qui tape pas trop sur les dictateurs, est une stratégie qui a beaucoup de sens ? Bonne idée ou pas ? Ouais. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les États-Unis ? Globalement, à peu près rien. Et donc, on voit bien d'ailleurs, et le pétrole ne s'y trompe pas, avec des variations comme les marchés financiers qui sont quasiment nulles, c'est une menace qui en fait n'est que contre la Chine, donc peut-être pour qu'elle, en espérant qu'elle aille dire aux États-Unis d'arrêter, qui sont des choses qui globalement n'arrivent jamais. Donc on peut considérer qu'à ce stade, on est quand même un peu dans la menace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une menace qui est assez pauvre. Ça veut surtout dire, et je pense que c'est ça le point le plus important, qu'ils n'ont pas d'autres très bonnes menaces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de crédibilité militaire, il n'y a pas de crédibilité économique. Il y a un acteur américain qu'on menacé régulièrement d'embargo et qui était embêté, qui est devenu autosuffisant. Donc voilà, cette menace, elle révèle en elle-même quelque chose qui est plutôt contre le reste de l'Asie, et surtout la pauvreté des potentielles réponses et menaces iraniennes dans cette situation qui n'est pas facile pour le pays. David Amsalem, vous adorez les cartes et donc vous êtes venu avec certaines d'entre elles. On va les montrer. Vous allez pouvoir nous les décrire un petit peu sur l'importance d'abord pour l'Iran, mais aussi pour toute la région de ce détroit d'Ormuz et de ce golfe Persique aussi, qui est j'ai envie de dire, une mine d'or noire, oui, sauf que c'est quand même une grande baignoire avec un tout petit robinet de 50 km de large. Tout à fait. Il n'y a pas que de l'or noir, il y a aussi beaucoup de gaz, et c'est aussi l'un des principaux enjeux. Le Qatar le sait bien. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ce détroit d'Ormuz, c'est que ce n'était pas seulement un détroit, c'est-à-dire où on passe, comme Malacca ou Bab el-Mandeb, c'est aussi un endroit où on le voit derrière la cuvette arrière, où ce sont les plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz qui se concentrent. Et donc en fait, on est dans une zone de production, ce qui fait du détroit d'Ormuz un passage stratégique. Mais comme l'a très bien dit mon collègue à ma droite, l'importance du détroit d'Ormuz, elle existe, elle est réelle, mais ça fait déjà quelques années que les pays riverains du détroit d'Ormuz, donc du golfe arabo-persique, ont pris des mesures et des stratégies de contournement. Donc on le voit, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ont commencé à construire des pipelines pour exporter et sortir leur gaz ou leur pétrole pour moins être dépendants. Parce que la menace iranienne, même si elle est à relativiser, elle est réelle, puisque le détroit d'Ormuz, on est sur un passage extrêmement étroit, c'est 50 km de large. Au plus étroit. Oui, et donc en réalité, c'est très simple pour une armée de le bloquer en posant des mines, en faisant un blocus, mais la réalité de cette menace, elle est quand même à relativiser pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Pourtant, et on l'a déjà vu, Fabrice Ravel, notamment dans les années 80, 87, 89, avec très peu de moyens finalement, c'est-à-dire des vedettes rapides, voire des sous-marins de fabrication nord-coréenne. Là, c'est de la guerre des mines avec très peu de moyens. L'Iran pourrait dire, ouais, puis allez, quitte à tout perdre, on va miner ou en tout cas boucher une bonne partie du trafic pétrolier mondial. Oui, mais ce qui est intéressant, Patrick, dans la formulation de votre question, c'est le quitte à tout perdre. Parce que, en fait, c'est assez révélateur
d'une dynamique qui consisterait à dire que cette solution est la plus mauvaise et que c'est une solution désespérée, parce que pour les Iraniens, d'un point de vue géostratégique, elle n'a que des inconvénients, en fait. D'abord parce que... Alors pourquoi tout le monde nous bassine, c'est le cas de le dire, avec le détroit d'Ormuz? Parce que c'est une sorte de réflexe. Je trouve que mes collègues ont eu raison d'insister dans les différentes perspectives telles qu'elles ont évolué, et d'un point de vue financier et en termes de matières premières, on sera certainement amené à y revenir. Et il y a beaucoup de pays riverains d'ailleurs qui ont développé des logistiques portuaires pour essayer d'être moins emprisonnés par cette logique. Mais en fait, si on y réfléchit bien, d'abord c'est un problème majeur par rapport à l'Iran. Parce que l'Iran exporte, alors suivant les années, la quasi-totalité de ses exportations principalement vers la Chine, mais on n'est pas exactement dans le même rapport en termes de pourcentage. La Chine, c'est une part importante, l'hydrocarbure iranien, entre 16 à 20%, mais ce n'est pas forcément le fournisseur essentiel. Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est le meilleur moyen, d'un point de vue géostratégique, que de donner une excuse aux Américains, que d'aller plus loin ou que de recommencer à se mettre dans une perspective militaire. Donc ça, c'est un deuxième inconvénient. Puis le troisième inconvénient, c'est qu'on voit bien qu'indépendamment du fait que, donc, pour synthétiser, ça fragiliserait l'économie iranienne d'une part, et ça inciterait les Américains à intervenir d'autre part, on a une troisième logique qui consisterait à isoler davantage l'Iran, parce que finalement, si ça avait vraiment une efficacité au niveau mondial, parce que c'est vrai que les moyens ne sont pas forcément très importants. On parle de mines, ça dépend de quel endroit, parce qu'il y a une question de profondeur. On parle de mines, il y a des vedettes rapides. On est toujours un peu surpris, parce qu'évidemment, les moyens paraissent assez... faible par rapport aux masses. Oui, mais la guerre asymétrique, ils savent faire. Exactement. Mais ça paraît être la pire hypothèse. Donc, c'est très intéressant d'observer quelle va être la réponse iranienne, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'elle sera très calibrée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas très violente. Dans la logique du pouvoir iranien, ça peut être calibré et très violent. Moi, j'ai le sentiment que ça peut aller vers d'autres logiques auxquelles on est plus accoutumé en termes d'attentats, etc. Mais à moins qu'on soit véritablement dans une situation de course folle ou désespérée, ce qui, là, par contre, serait un indice clé pour pouvoir mesurer de la faisabilité de ce que tout le monde a à l'esprit, c'est-à-dire de savoir si le régime peut changer ou pas. Parce que je ne sais pas si on a l'opportunité d'y revenir là durant notre... Alors c'était la première partie, on n'est plus sur les conséquences mondiales. C'est vrai, dans notre échange, mais il ne faut quand même pas oublier que le bombardement n'apporte pas une solution politique. Donc, et que même un bombardement ne peut que ralentir. Ça, je pense que c'est très important sur le point sur lequel il faut insister. On peut ralentir la volonté d'acquérir un programme nucléaire, on ne peut pas l'arrêter. Et en plus, si le gouvernement iranien venait à changer, encore faudrait-il savoir sous quelle forme et si lui aussi voudrait s'inscrire dans un arrêt du nucléaire. Donc je pense que ça voudrait surtout dire que le pouvoir iranien est désespéré, pour faire simple. Oui, alors ça c'est possible, mais sur ce point de tension quand même du détroit d'Ormuz, on a beaucoup parlé du trafic des porte-conteneurs sur d'autres situations de crise. Le pétrole, c'est encore autre chose, Thibault Proibet, notamment parce qu'il y a une police d'assurance qui n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que les assureurs ne vont pas prendre de risques et ça peut coûter extrêmement cher si même sur une quinzaine de jours, ce trafic venait à s'arrêter ou être troublé. Absolument, mais quelque part dire ça, c'est déjà accepter l'idée que c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'on a d'autres périodes où, sur ce genre de crise, quand le pétrole était un actif purement géopolitique qui pouvait bloquer la planète entière, et qu'un actif qui en réalité s'est régionalisé, eh bien, on parlerait de $200, on parlerait de toutes les sociétés qui vont faire faillite, qui instantanément perdent de l'argent. Là, on est en train de parler de ça peut coûter un peu de sous aux assureurs. Je pense que c'est déjà un calibrage qui montre que les risques majeurs sont partis. Et d'ailleurs, la réaction ce matin du baril qui, quand je regardais, prenait 1%, montre quand même que la phénomène n'est pas généralisée. Donc vous avez raison de dire que des menaces, et ne serait-ce que parce que le coût intègre cette menace, c'est-à-dire qu'un transporteur, et vous l'affichez à l'écran, qui va transporter, va tenir compte de ce risque-là, donc va déjà répercuter une marge en termes de coûts. Donc il y a évidemment des enjeux, des coûts, mais c'est très mineur par rapport à ce qu'on a connu. Ça, il faut l'avoir en tête. Et puis surtout, il faut le rappeler, c'est aussi un sujet qui intéresse moins les gens parce qu'il est devenu quasiment inexistant boursièrement. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, il y a 20, 30 ans, toutes les sociétés étaient soit vendeuses de pétrole dans les grandes capitalisations comme Total ou autres, soit utilisatrices massives de pétrole. On peut penser par exemple à l'automobile allemand. Et avec tout ça, vous aviez les plus grandes sociétés européennes ou américaines. Maintenant, vous allez en Europe, vous battez entre Novo Nordisk, Hermès ou SAP, qui sont des sociétés qui ont des très fortes marges, qui n'en servent pas du tout. Aux États-Unis, vous passez sur Microsoft et Nvidia,
c'est pareil. Et donc, en fait, l'impact sur ces valeurs et donc sur les capitalisations devient plus faible. Et du coup, c'est vrai qu'on analyse des risques sur l'inflation ou sur les banques et assurances qui sont en fait quelque part des risques secondaires. Donc, c'est évidemment un sujet majeur. C'est un sujet majeur géopolitique, mais c'est un sujet dont la densité économique est en fait infiniment plus faible qu'elle n'aurait été il y a 30 ans dans un monde qui, pour des raisons démographiques et technologiques, a quand même beaucoup évolué. Et il a évolué avec une espèce d'accoutumance au chaos, quelque part, y compris au niveau macro. Une accoutumance au chaos. Et justement, et vous le disiez, c'était un peu la logique des États-Unis par rapport à ce qui se passe maintenant pour les autres pays du Moyen-Orient. Une volonté de ne plus être pieds et poings liés dès qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le continent nord-américain, avec une zone qui est maintenant autonome. Et puis, avec l'Europe plus Maghreb, qui est pas très loin de l'être, l'Amérique latine qui l'est, on se rend compte qu'en fait, on est sur un actif qui était totalement mondial, géopolitique, qui s'est en fait pas mal régionalisé. Et quand vous réfléchissez au fait que techniquement, le Moyen-Orient est en Asie, et qu'ils exportent massivement vers l'Asie, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est sur quelque chose qui est finalement plutôt régional. Et alors que d'autres actifs, les terres rares, les semi-conducteurs, sont devenus totalement mondiaux. Donc vous voyez, il y a une inversion qui se voit dans la déflagration des thématiques qu'on aborde, qui sont beaucoup moins importantes qu'on l'aurait été, et donc dans la volatilité des hydrocarbures. Parce qu'il ne faut pas nier le fait que tout ça, on parle de beaucoup de gens qui meurent, de risques de changement de régime, donc c'est majeur, mais c'est majeur avec quand même un désintérêt presque poly-occidental, en tout cas dans les sphères économiques. David Amsalem, les Iraniens l'ont compris, ça aussi, et donc ils ont essayé de... je ne parle pas de riposte militaire, mais ils ont quand même encore quelques leviers d'influence dans la région. Sur le monde en carte, on va s'appuyer sur vos cartes toujours. Sur la partie pétrole, il faut aussi dire que depuis 40 ans, la carte de la production mondiale de pétrole a beaucoup évolué. Là où elle était exclusivement concentrée au Moyen-Orient, les Américains produisent du pétrole, l'Amérique du Sud aussi le produit. Donc disons que les leviers énergétiques de l'Iran a beaucoup baissé, et on l'a dit. Il y a un autre levier également qui a bougé, et on le voit sur la carte qu'on montre à l'écran, c'est que toute la stratégie iranienne et donc des leviers d'influence dans le Moyen-Orient s'appuyait sur des groupes, des milices chiites, des groupes terroristes islamistes que Israël a, depuis le 7 octobre, essayé, ou en tout cas réussi, dans certains cas, à démanteler petit à petit. Et donc on voit que sur cette carte, qui était en fait une carte qui a été réalisée juste au moment des attaques du Hamas le 7 octobre, la carte a beaucoup évolué. C'est-à-dire que les Houthis ont été assez affaiblis par des frappes israéliennes, mais également occidentales, américaines et européennes. Ils ont signé un cessez-le-feu avec Washington. Face à la pression, oui. Exactement. On voit que le Hamas également a été extrêmement affaibli à Gaza, le Liban également, et la Syrie, le régime précédent est tombé, et on voit que d'ailleurs, il me semble, sauf si ça a évolué, que le dirigeant syrien actuel est le seul qui n'a pas condamné ouvertement les offensives israéliennes et américaines contre l'Iran. Donc on voit que la situation a beaucoup évolué. Et donc ce qui est intéressant, c'est de constater comment, en 18 mois seulement, la position de l'Iran au Moyen-Orient, qui était quand même assez imposante, qui avait des leviers, en tout cas prétendument leviers énergétiques et même sécuritaires et diplomatiques dans la région, se sont effondrés un à un. Et donc là, la question est de savoir comment le régime va s'adapter pour essayer de se réimposer dans ce Moyen-Orient qu'il essayait de dominer. C'est encore possible. Je ne parle vraiment pas de l'autorité militaire, mais ils ont, j'ai l'impression, déjà beaucoup de chats à fouetter au niveau interne. Mais vous pensez qu'ils ont encore des choses à faire en tant que puissance régionale? Ça paraît assez compromis, mais un État a toujours plein de leviers. Simplement sur le programme nucléaire, parce qu'on expliquait que désormais, le programme allait être retardé. Mais il faut comprendre que ce programme nucléaire a coûté des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars à l'Iran. Mais directement, parce qu'ils ont investi. On a parlé des installations secrètes qui ont coûté extrêmement cher pour construire à des dizaines de mètres sous la terre, mais également de manière indirecte. C'est-à-dire que depuis au moins 20 ans, il y a des sanctions économiques très fortes sur le régime qui l'a empêché de se développer. Et donc, au moment où il va falloir relancer un potentiel programme nucléaire, si le régime change, ou si, quand bien même il ne changerait pas, la question est de savoir, est-ce qu'il va falloir réinvestir autant d'argent dans un programme nucléaire qui, malgré tout, a montré quand même ses limites, puisque les États-Unis l'ont détruit et les Israéliens ont quand même beaucoup aidé, ou est-ce que enfin le régime va faire le choix d'investir dans un développement économique et de mettre de côté? Il y a quand même de grandes puissances économiques, je pense à l'Allemagne, je pense au Japon, qui arrivent à s'imposer même politiquement sur la scène internationale sans avoir la bombe atomique. Oui, le Japon par exemple qui est sur le seuil, on appelle ça, de la bombe atomique, et qui pourtant n'est ni une république islamique, ni une dictature en puissance. Fabrice Ravel, tout ce jeu qu'on voit et cette guerre, il y a des grands acteurs qui sont en train de regarder tout ça, qui sont en train d'en tirer les leçons. La Russie qui... par politesse, est en train d'accueillir ce lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, la Chine aussi.
quelles leçons ces deux grands acteurs peuvent tirer à la fois de ce qui se passe vraiment en Iran, puis quand vous avez ce qu'on peut appeler, avec le sens de Lehitot, un certain signalement stratégique des Américains avec leur bombardement incroyable. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme leçon? C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette opération militaire, c'est qu'il y a effectivement la dimension opérationnelle, mais il y a une dimension en termes de communication. Alors, c'est un peu déplaisant à dire, parce qu'on voit bien que ça amène des destructions et que ça amène aussi des pertes civiles qui sont très difficiles, d'ailleurs, à estimer à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, faire la guerre, c'est savoir faire et faire savoir. Et voilà. Donc, en fait, il y a le positionnement américain, d'ailleurs, pour partir de là, peut-être pour répondre à votre question, s'explique d'abord par le fait qu'il y a une volonté de montrer qu'on a une armée qui est opérationnelle, qui est en capacité d'intervenir n'importe où, à n'importe quel moment, avec des moyens qui sont importants, et qu'elle est prête à le faire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, il y avait deux dynamiques qui se conjuguaient et qui pouvaient laisser en suspens légitimement une interrogation par rapport à la capacité américaine ou la volonté américaine d'intervenir. D'abord, le moins qu'on puisse dire, c'est que le retrait d'Afghanistan, si on se rappelle bien les modalités dans lesquelles il a été exercé, nous rapprochait plus du Vietnam en 74-75 que d'un véritable succès. Je ne vais pas plus loin. Je pense qu'on voit bien que d'ailleurs le discours qui avait été fait par le président à l'époque était une façon que d'essayer de sauver les apparences. En plus, Donald Trump, il ne faut quand même pas l'oublier dans son premier mandat, c'est lui qui avait initié le fait de retirer les boys ou les soldats américains d'Afghanistan. Donc il y avait un problème de crédibilité. Et d'autant plus important qu'il faut quand même bien rappeler que dans la région, les Américains avaient fait une opération dans les années 79-80 pour essayer de libérer les otages, qui s'était révélé être un couac catastrophique. C'est ce qui avait une des raisons principales de la chute de Jimmy Carter, d'ailleurs, puisqu'on se rappelle qu'ils avaient voulu mener une opération commando et qu'ils n'avaient même pas pu atteindre l'objectif, puisqu'il y a 2 de leurs hélicoptères qui s'étaient télescopés. Mais donc, cette fois, ils ont réussi. Ah oui. Alors, lorsque vous êtes au Kremlin ou à Pékin, comment vous voyez ça? Alors, ça nous amène sur la deuxième dimension. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une part d'ambivalence ou d'ambiguïté. Les grandes puissances nucléaires installées ne peuvent pas forcément le dire, mais elles ne sont pas forcément mécontentes de voir qu'elles vont continuer à faire partie d'un club qui est très privilégié. Et privé. Et privé. Donc ça veut dire que les Russes et les Chinois, quelles que soient les méfiances ou les réticences qu'ils pourraient avoir par rapport aux États-Unis ou les rapprochements qu'ils pourraient avoir avec l'Iran, ne sont pas forcément mécontents de voir que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport à la Russie, on voit bien qu'il y a un message qui est envoyé et qui consiste à dire « vous feriez bien, si je veux simplifier, vous feriez bien de nous écouter ». Parce que si vous nous poussez trop à bout, je pense notamment aux négociations, c'est un point qu'on a eu l'occasion d'appréhender dans une émission précédente, on prouve qu'on peut faire preuve de détermination et d'action militaire. Et puis évidemment, comment ne pas penser qu'il y a quand même un message plus que subliminal envoyé à la Chine, parce qu'on voit bien que là, il y a Taïwan qui est en présence et qui consiste à dire aux Chinois, oui mais attention, il y a des limites sur lesquelles nous ne transigerons pas. Peut-être en guise d'ouverture, un propos, on va dire, de transition. Non seulement les grandes puissances sont concernées, mais tous les autres pays sont concernés, Patrick, si vous me permettez, parce que la question qui est posée là, c'est la question de la prolifération. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment tous les autres pays au monde vont réagir dans leur grille de lecture à moyen long terme. Je m'explique, il y a deux postures principales. Soit, pour reprendre une posture de terme nucléaire, on a définitivement dissuadé les puissances que de faire la course au nucléaire parce qu'on se dit, là, on va s'exposer à un moment ou à un autre à un bombardement américain massif, ou au contraire, on les a peut-être encouragés à cette course parce que ça laisse à penser que les seuls pays qui sont vraiment à l'abri d'une telle action américaine, c'est ceux qui sont déjà dotés. Et là, c'est la Corée du Nord qui est en perspective. Donc ça, c'est une dynamique à laquelle il faudra faire très, très attention sur le court et moyen terme. David Amsalem, je veux quand même me concentrer sur la Chine qui se retrouve avec finalement 2 alternatives qui sont offertes par la situation actuelle. La Chine peut se dire, finalement, on peut lancer une opération qui viole le droit international. Je reste vraiment sur le droit international, comme Israël qui décide d'intervenir en Iran, avec une spécificité, effectivement, c'est que la Chine continentale considère que Taïwan, puisque c'est ça dont je parle, fait partie de la Chine. Et dans le même temps, plus que le défilé de Washington il y a une dizaine de jours, vous avez l'opération américaine qui montre que
eh bien, la menace américaine est extrêmement forte. Oui, nous mettons du côté occidental, donc dans les émissions, dans les journaux, on est toujours sur la menace chinoise. Oui, mais mettons-nous du côté des Chinois. La menace américaine, elle est devenue très concrète. Vous avez parfaitement raison. Et puis surtout, la Chine pense sur des temps longs. Et elle observe beaucoup ce qui se passe, au moins depuis la guerre en Ukraine. Et elle regarde comment réagissent les Occidentaux face à des invasions territoriales, face à de l'action qui ne respecte pas le droit international. C'est un objectif stratégique à long terme, enfin moyen et long terme, Taïwan. Et donc, évidemment que la Chine se prépare. D'ailleurs, elle fait des manœuvres navales à proximité de l'île de Taïwan. Et les Américains ont mis en place depuis des années une stratégie de containment, c'est-à-dire vraiment contenir la puissance chinoise dans le Pacifique. Donc en réalité, expression très guerre froide. Hein. Oui, complètement, mais c'est comme ça qu'en tout cas les Américains essayent parce que la puissance économique et même militaire chinoise est là, et donc il faut bien essayer de la contenir. On ne peut pas s'en prendre à la Chine comme on s'en prendrait à un autre État du Moyen-Orient. Ce qui est certain, c'est que l'opération américaine et même israélienne nous montre une chose, c'est que les Israéliens feront tout pour empêcher quiconque au Moyen-Orient d'obtenir la bombe nucléaire. Ils l'ont déjà fait dans les années 80, on l'oublie, en détruisant une centrale en Irak. Ils l'ont fait au début des années 2000 en Syrie. Et donc là, ils le font de manière assez impressionnante également en Iran. Je dis assez impressionnante parce que, rappelez-vous le discours avec l'Iran avant les opérations, il y avait énormément de menaces et donc on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait derrière les paroles et les menaces proférées par le régime iranien. En Occident, disons, les services de renseignement constatent un peu surpris que la menace iranienne a été en tout cas surévaluée, puisque même le J. Evans, il me semble, a fait une déclaration en expliquant que les avions américains sont rentrés sur le territoire iranien, n'ont pas été vus, ils sont repartis comme ils sont venus. Donc ça montre quand même une sous-estimation, ou en tout cas une surévaluation de la menace iranienne, et les Israéliens désormais sont en capacité d'imposer un certain ordre tel que le veut le Premier ministre israélien au Moyen-Orient. Thibaut Prévet, je m'en voudrais d'oublier les Européens dans tout ce jeu. Ça paraît compliqué de trouver leur place, économiquement évidemment, puisque c'est votre sujet de prédilection. Vous étiez en train de parler tout à l'heure justement de régionalisation un petit peu du monde. Lorsqu'on est européen, sans aller jusqu'au prix à la pompe, mais on se sent inquiété par ces bouleversements, parce que vous savez, des grands producteurs qui se retrouvent en guerre, Russie-Ukraine, et là dans le Golfe Persique, et puis surtout un caractère totalement inaudible du côté de la diplomatie européenne. C'est dur d'exister. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la situation européenne a totalement changé. C'est-à-dire qu'on était avant des spectateurs, par exemple de l'IA, de beaucoup de choses, un peu déprimés. Et là, maintenant, ça a changé, on est des spectateurs contents. C'est-à-dire qu'on est toujours aussi spectateurs, on est nulle part, mais on se dit qu'entre les gens qui font des frappes sans respecter le droit international, ceux qui essaient de protester plus ou moins mollement en se disant que l'interventionniste, c'est pas si mal, ou ceux qui s'en foutent un peu, parce que la réalité est que cette régionalisation, vous parliez de Taïwan, c'est quand même tous les semi-conducteurs mondiaux pour beaucoup de gens, donc c'est un sujet qui intéresse la planète. Finalement, ce qui se passe en Iran, il y a quand même un certain nombre de pays, et ils se disent, si quelqu'un d'autre fait le sale boulot, qu'on peut dire que c'est de leur faute, qu'on rappelle le droit international et qu'en même temps on les regarde faire et que c'est aussi eux qui endossent les coups, ce qui est quand même une réalité, finalement c'est pas si mal. Donc je pense qu'il y a un côté spectateur et on regarde les amis américains avec cette analyse à mon avis que je trouve savoureuse, qui est de rappeler que Donald Trump s'est essayé à des visions économiques dans les droits de douane qui n'ont pas marché, à l'idée qu'il allait restaurer l'économie américaine, ce qui ne marche pas, à l'idée maintenant de baisser les impôts, et en fait on revient toujours au côté faut montrer un truc spectaculaire si on allait attaquer quelqu'un. Vous connaissez cette phrase savoureuse qui est de dire quand on a un marteau, tout problème ressemble à un clou. Les États-Unis reviennent vers cette doctrine. Rappelez-moi le nom de l'opération. Marteau de minuit. Oui, voilà. Vous êtes très fort. Et en fait, il est vrai que dans ce cadre-là, l'Europe a souvent regardé en disant c'est pas bien. Ce qui était une posture qui a plutôt bien marché. C'est la posture de Villepin, Chirac, de dire c'est pas bien, on regarde, ça a beaucoup plu, etc. Là, en fait, on revient un peu vers ça. Et donc, on a l'impression que les États-Unis reviennent vers un interventionnisme un peu violent, dans la mesure où il faut rappeler que Donald Trump parlait du fait qu'il verrait sous 2 semaines avant de s'y mettre en 2 jours. L'Europe revient vers son côté observateur, ce qui, pour une fois, a l'air d'aller relativement bien à tout le monde. Eh bien, nous ne sommes ni dépressifs, ni déprimés, ni des spectateurs contents, mais des spectateurs attentifs, j'espère, vous aussi, de cette émission. Merci à tous les trois. Merci à Annalisa Capellini et William Baudry pour la programmation, la préparation de cette émission.